n'y a pas encore chanté, mais on en a déjà beaucoup parlé. L'Opéra Bastille se termine, une visite guidée exceptionnelle dans cet opéra haut de gamme qui possédera l'une des plus belles salles du monde. Chine, Pékin, les étudiants doivent être rentrés dans leurs universités mardi, mais le dernier carré des irréductibles continue de manifester place Tiananmen. L'affaire Paul Touvier, les catholiques intégristes revendiquent le droit au pardon sans restriction qu'ils ont accordé à l'ancien milicien pendant sa cavale. Madame, Monsieur, bonsoir. À partir de demain, l'événement sera sur Antenne 2 et FR3, les internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Comment parler de cette compétition de manière originale alors que tout a été dit par les journalistes sportifs de la rédaction? Eh bien, nous avons trouvé. Le grand favori, le Tchèque Ivan Lendl, présidait cet après-midi à Paris un vernissage dans une galerie très parisienne à laquelle il a prêté sa collection personnelle d'affiches due à un célèbre compatriote à lui des années 1930, le graphiste tchèque Moucha, qui a réalisé entre autres toutes les affiches des pièces jouées par Sarah Bernard. Ivan Lendl, collectionneur en tennis pour le plaisir et non pour l'argent. Le voici tel que vous ne l'avez jamais entendu. Reportage de Thierry Calmette et Christian Autain. Ivan Lendl nous reçoit chez lui, ou presque. En tout cas, voici les affiches qui composent son décor familier dans sa maison près de New York. Le super champion souffre d'une passion pour Alfred Moucha, affichiste tchèque comme lui. Moucha, décorateur vedette dans les années 25 à Paris. Ses publicités, vous les connaissez tous, et Ivan Lendl en critique d'art. Les dessins sont très beaux, mais les couleurs sont fascinantes, surtout les rouges. J'aime les rouges et le mélange qu'il fait avec ces femmes et leurs longs cheveux dorés. Et cette combinaison me fascine. Certaines affiches me rappellent l'endroit où mon père est né. Pour d'autres, seules les couleurs m'attirent. C'est pas pour la frime, c'est simplement pour le plaisir. J'aime ça. C'est aussi un tribut à Moucha. Et je remercie son fils et M. Reinhardt d'avoir pu rassembler ma collection à Paris, parce que c'est là que je voulais la montrer aux Français. Parce que c'est ici, à Paris, que Moucha travaillait. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette affiche? Oh, cette affiche est très rare. Elle n'évoque rien de spécial pour moi, mais je la trouve un peu différente des autres. Comme vous voyez, là, les côtés restent blancs, alors que la plupart des autres sont très chargés. Le plus intriguant, c'est qu'en 1922, en Tchécoslovaquie, il n'existait pas de telles associations féminines. Moucha, ça tourne à l'obsession, non? J'aime ça, ma maison est grande et les affiches ressortent bien chez moi. Et en ce moment, la maison paraît plutôt vide. L'actualité de ce dimanche soir commence par l'affaire Paul Touvier. Ici même, hier soir, sur ce plateau, le cardinal Lustiger nous déclarait que si l'ancien chef de la milice lyonnaise pendant l'occupation s'était présenté à lui pour lui demander asile, il lui aurait conseillé de se dénoncer. Aujourd'hui à Nice, au prieuré Saint-Joseph, où Paul Touvier a été découvert la semaine passée, les fidèles traditionalistes ont entendu le responsable de l'église de la communauté, l'abbé Moulin, déclarer qu'en accueillant Paul Touvier, il était demeuré fidèle à la loi de la charité que l'église catholique pratique depuis 2000 ans. Cette position est confirmée par les responsables d'un des hauts lieux des catholiques intégristes au séminaire d'Ecône, en Suisse. La communauté traditionnaliste qui, depuis 17 ans, a régulièrement abrité le milicien Paul Touvier en cavale. Reportage de nos envoyés spéciaux François Cornet, Jean-François Becquet. Un dimanche comme un autre, à Ecône, au pied des montagnes du Valais. Oh, bien sûr, une sortie de grand-messe un peu plus animée que d'habitude, mais dans l'ensemble, l'affaire ne semble pas avoir traumatisé les adeptes de Monseigneur Lefebvre. Quand vous avez appris que Touvier était réfugié, si vous voulez, dans un prieuré de la fraternité Saint-Pédis que vous fréquentez aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ressenti? Absolument rien du tout. Non, non, ça m'a pas frappé. D'autres n'ont pas oublié à Ecône l'époque de la guerre. Elles ne veulent pas considérer l'affaire comme sans intérêt. Ça me blesse, oui, c'est sûr que ça me blesse. Parce que la foi,
On ne peut pas faire des choses telles qui a été fait par Touvier, hein, c'est quand même Oui, mais est-ce que vous trouvez normal qu'on les protégeait, cachés pendant tout ce temps-là? Je suis pas de cet avis, non. La vie continue à Écône comme avant. Touvier, pour certains jeunes, n'est qu'une affaire franco-française. On attrape un personnage comme ça, il y a les européennes, alors c'est nouveau la magouille. Moi, ça me fait penser un peu à la politique française. Ça me fait rire malgré tout, quoi. Il est clair que les traditionalistes, suisses jeunes ou moins jeunes, ne dévieront pas de la ligne intégriste à cause de l'affaire Touvier. Pour eux, comme pour le successeur de Monseigneur Lefebvre à Écône, le pardon chrétien était la seule motivation de la protection de Paul Touvier. Protéger, c'est peut-être un grand mot. Cacher également, peut-être héberger sans doute. Je pense que c'est une sorte de coïncidence. C'est bien que Paul Touvier ait été arrêté dans une de nos maisons. Il aurait aussi bien pu être arrêté peut-être à la Grande Chartreuse ou bien dans l'abbaye de Hautecombe. Est-ce qu'on aurait fait le même amalgame? J'en doute. C'est simplement une attitude catholique tout à fait légitime et tout à fait traditionnelle. C'était le fameux droit d'asile du Moyen-Âge. Et l'Église est la cité de la miséricorde plus que de la justice. Et si nous exerçons la justice, eh bien c'est par le sacrement de la pénitence. Et où là, le pénitent vient demander pardon, on lui donne une pénitence, et ensuite on lui donne la miséricorde du bon Dieu. L'affaire Touvier pour les traditionalistes n'est semble-t-il qu'un incident beaucoup moins grave, disent-ils, que les excommunications de juin dernier dont ils font l'objet. Les étudiants chinois se sont engagés à rentrer dans leurs universités mardi prochain. Mais ils ont bien du mal à quitter la place Tiananmen à Pékin où ils manifestaient depuis plus de 2 semaines maintenant, filmés par les caméras des télévisions du monde entier. Ils ont d'autant plus de mal à rentrer dans le rang qu'ils craignent, après les règlements de compte politiques au sein du gouvernement, une purge dans les milieux des dirigeants étudiants. C'est pour cette raison qu'ils ont encore défilé aujourd'hui. De Pékin, notre envoyé spécial Bruno Ledreff. Les étudiants ont bien manifesté à Pékin et dans plusieurs autres villes universitaires, mais à chaque fois ils étaient peu nombreux. Trop peu nombreux pour faire encore illusion, le mouvement s'essouffle. Dans la capitale chinoise, ils étaient environ 80 000, alors que la semaine dernière, à plusieurs reprises, les cortèges avaient rassemblé 1 million de personnes. Plus important encore, la population des villes ainsi que les ouvriers ne les suivent plus. Il est clair pour tout le monde que le mouvement étudiant tel qu'on l'a connu depuis 1 mois vit ses derniers jours. Les acteurs de ce printemps de Pékin sont d'ailleurs fatigués. Place Tiananmen, ils ne sont plus que quelques milliers, pour la plupart originaires de province. Les Pékinois ont regagné leurs universités où les cours n'ont cependant toujours pas repris. Ils passent beaucoup de temps en assemblée générale à la recherche de nouveaux modes d'action. Des divergences commencent d'ailleurs à apparaître. Elles augurent mal de l'avenir du mouvement étudiant. Oui, à Hong Kong, ce sont plus d'1 million de personnes qui ont manifesté pour soutenir les étudiants chinois. Hong Kong, loué jusqu'à la fin du siècle par la monarchie britannique et qui doit ensuite revenir à la Chine de Pékin. La population chinoise de cette enclave capitaliste est donc au premier chef intéressée par l'avenir de la démocratie et des libertés à Pékin. Mais en fait, les étudiants chinois ont-ils perdu la guerre ou simplement une bataille, selon la célèbre formule? La question se doit d'être posée, en tout cas aujourd'hui encore sur cette place Tiananmen, devenue la plus célèbre du monde. Parmi les centaines de milliers de jeunes, nos envoyés spéciaux, Bruno Ledreff et Christian Hiroux, se sont attachés à en isoler un, ou plutôt une jeune fille qui fait partie du dernier carré des irréductibles. Chaque matin, depuis 17 jours, le soleil la réveille trop tôt. Il est à peine 5 heures, elle n'a encore une fois pas assez dormi. Privilégiée, elle dispose du seul lit de la tente de fortune qu'elle partage avec une dizaine de camarades. Comme l'indiquent leurs oriflammes, ils appartiennent à l'école d'administration de l'énergie électrique de Pékin. Chaque matin, depuis 17 jours, il faut se contenter d'une toilette rudimentaire. Yan Fang a 22 ans. Elle est en 3e année. Elle sortira de l'école l'an prochain. Père ingénieur, mère enseignante, comme un peu plus de la moitié des étudiants chinois, elle est d'origine bourgeoise.
Rien ne l'a préparé à occuper la plus grande place du monde, à défier un régime dont les réactions peuvent être terribles. Et pourtant, après plus de 2 semaines de cette vie difficile, elle reste toujours aussi déterminée. Ce que nous voulons, c'est le départ de Li Peng. C'est pour ça que nous nous battons. Avec le temps, les conditions d'hygiène place Tiananmen se sont dégradées. Malgré quelques vagues efforts de nettoyage, chaque jour apporte son lot de malades. On compte en particulier de nombreuses victimes d'hépatite. Grâce aux étudiants, les affaires des marchands de rue vont au mieux. Tout le monde y trouve son compte. Ici, un repas ne coûte pas plus cher qu'à la cantine de l'université. Au moins, la grève n'écornera pas le budget de Yanfang. Après le repas, c'est traditionnellement l'heure du Dazibao. Ici sont affichées les dernières informations. L'après-midi est longue et chaude. Trop chaude, place Tiananmen. Il fait près de 40 degrés. On somnole ou on joue aux cartes pour passer le temps. Bien sûr, il y a un côté fête, mais n'oubliez pas, c'est sérieux notre but. L'occupation des lieux est bien organisée. Une imprimerie de campagne permet de fabriquer les tracts qui seront distribués dans la ville. Yanfang, elle, est chargée de ravitailler le service d'ordre qui empêche les curieux de pénétrer sur le campement étudiant. Selon elle, le travail pour la communauté est important. Elle y retrouve les grands principes définis par Mao Tse-tung. Êtes-vous encore maoïste? Oui, je suis toujours maoïste, enfin à peu près. Une nouvelle journée s'est achevée place Tiananmen. Elle a vu de nombreux étudiants quitter les lieux. Mais pour Yanfang, pas question de se résigner. Elle nous l'a assuré, elle restera ici jusqu'au bout. Le président américain George Bush est arrivé ce soir à Bruxelles où il participera demain, lundi, à la réunion de l'OTAN, l'organisation militaire de l'Alliance Atlantique. Au programme, la modernisation des missiles nucléaires à courte portée des troupes de l'OTAN face aux propositions de désarmement de M. Gorbatchev. Pour l'instant, le président des États-Unis maintient le suspense quant à une éventuelle proposition de retrait partiel des troupes américaines d'Europe. La position anglaise est la plus catégorique, modernisation des missiles de l'OTAN. Pour la France, il est urgent d'attendre confirmation de la politique de détente de l'URSS. Mais pour le gouvernement ouest-allemand, pressé par son opinion publique plutôt pacifiste, il faut négocier sans conditions préalables. L'argument principal des Allemands est le suivant. En cas d'affrontement, notre pays est aux premières loges. De Bonn, notre correspondant Philippe Rochon. Hambourg pulvérisé, Dresde pulvérisé, mais aussi Cologne, Weimar, Munich et Berlin. Voilà comment la télévision allemande explique le danger des missiles nucléaires à courte portée. Leur position sur les territoires des deux Allemagnes font qu'ils ne peuvent tuer que des Allemands. Voilà pourquoi ici on est plus sensible qu'ailleurs aux décisions de l'OTAN. Nous n'avons pas besoin d'améliorer le fonctionnement de nouveaux missiles à courte portée. Les plus gros sont entre les mains des Français, des Anglais et des Américains. Nous sommes toujours sous la protection du parapluie nucléaire américain ou sous sa menace. 88 de ces missiles à courte portée sont installés en Allemagne fédérale, les Lanz d'une portée de 110 km avec une charge nucléaire égale à 10 fois Hiroshima. Les soviétiques ont les mêmes de l'autre côté du rideau de fer, les SS-23. Pour y parer, les Américains ont songé à installer ici, dans leur base, 3000 missiles antimissiles dont l'objectif est de dévier la course des missiles soviétiques à courte portée pour qu'ils ne s'écrasent pas sur une ville, ou de faire exploser carrément le missile en l'air, mais les retombées radioactives seraient alors aussi meurtrières pour la population. Würzburg, à 100 km de la frontière interallemande, détruite pendant la guerre, a été choisie comme ville typique de la guerre nucléaire lors des dernières manœuvres de l'OTAN, et les auteurs de cette fiction à la télévision allemande, dans l'obsession du nucléaire qui caractérise ce pays, ont sérieusement pensé que l'apocalypse n'était pas pour demain, mais pour aujourd'hui.
En France, politique et faits divers, l'ancien Premier ministre, M. Laurent Fabius, tête de liste des socialistes aux prochaines élections européennes, propose un plan européen de lutte contre la pauvreté, assorti de la création d'un revenu minimum européen, déclaration faite au forum RMC FR3. Violence dans les transports en commun après les événements survenus dans le métro la semaine passée. Cette fois-ci, c'est un contrôleur SNCF du train Nice-Paris qui a été agressé la nuit dernière à coups de crosse de pistolet. Lors du contrôle des billets, il a été pris à partie par un groupe de 3 voyageurs. C'est l'un d'entre eux qui s'est jeté sur lui, pistolet au poing. Les agresseurs ont tous réussi à prendre la fuite. Et maintenant, retenez votre souffle. Vous allez pour la première fois visiter l'Opéra Bastille à Paris qui est en cours de finition. Cette construction n'a pas attendu son inauguration pour faire parler et couler beaucoup d'encre. Laissons de côté ce soir, si vous le voulez bien, la controverse sur ses responsables artistiques ou musicaux, ainsi que sur sa rentabilité future. Pour ne parler que de ce bâtiment immense aux techniques les plus sophistiquées qui se classera parmi les tout premiers opéras du monde. Enquête de Jacques Violet et Noël Alexandre. Le vaisseau n'est plus fantôme. L'énorme bâtiment, masse impressionnante de verre et de béton, s'intègre maintenant complètement au vieux quartier de la Bastille. L'opéra moderne et populaire de Paris se prépare à vivre, à vibrer au rythme des orchestres et des chanteurs après 7 ans de malheur, de crise, d'intrigues et de luttes politiques et artistiques. En 83, 750 projets sont soumis au concours international d'architecture. Le président Mitterrand choisit et en 84, les travaux commencent sur une surface de 22 hectares. D'abord, d'énormes terrassements, un gigantesque trou à la place de l'ancienne gare de la Bastille. On doit creuser 10 mètres en dessous du niveau de la nappe phréatique et couler des milliers de mètres cubes de béton. Malgré toutes les tempêtes, le projet est réalisé en temps et en heure, le budget pratiquement respecté, 2,170 milliards. En 1986, le projet a été remis en cause en partie et aujourd'hui il a retrouvé toute sa cohérence, si bien que, en dehors des espaces déjà livrés, l'établissement public que je dirige doit terminer, fabriquer, parce qu'ils ne sont pas faits du tout, les ateliers de fabrication de costumes et décors qui avaient été interrompus en 86 et également reprendre l'organisation et la réalisation de la deuxième salle dite modulable. Aujourd'hui, seule la grande salle a été réceptionnée. 2700 places, 2700 fauteuils, tous essayés. L'ensemble, c'est 4 salles pour les spectacles et 7 pour les répétitions. Ici, granit gris-bleu, bois rouge, velours noir. Fini les rouges et les ors des opéras traditionnels. Les balcons sont blancs, le plafond lumineux constitué de 700 mètres carrés de verre ondulant. Une salle un peu rigoureuse. Du plus haut des balcons, on est pris de réels vertiges. Mais le plus impressionnant est de l'autre côté du rideau de scène qui pèse à lui seul 47 tonnes. La plus grande usine à spectacle. Sur 16 hectares de plancher, des équipements techniques ultramodernes. 150 entreprises et 1000 personnes travaillent sur le chantier. 100 mètres de profondeur, 50 mètres de haut, 10 000 tonnes d'acier. Un coup d'œil circulaire permet de découvrir la plus impressionnante scénographie du monde. 5 scènes annexes qui entourent la scène principale, plus un plateau tournant. Le plateau de la scène principale et la fosse d'orchestre sont modulables. La scène est constituée de 9 podiums qui peuvent monter ou descendre de plus ou moins 4 mètres par rapport au niveau de base. Toute cette machinerie basse et haute, les perches et les toiles de décor sont manœuvrées grâce à l'informatique. 160 moteurs électriques pilotés par un énorme ordinateur industriel. 20 mètres plus bas, un second niveau de même dimension pour la conservation des décors qui resteront montés sur des chariots mobiles. On descend et on monte par un ascenseur de la taille d'un élévateur de porte-avions. Dernière innovation, les chariots porte-décors. 6,50 m sur 6,50 m, 42 mètres carrés. Ils arrivaient de nuit dans Paris pour ne pas bloquer la circulation. Chacun de ces chariots est un automate programmable. Il coûte 700 000 francs pièce, Bastille en aura 48. Un système électronique et hydraulique guide le chariot grâce à des capteurs sur les rails. Les décors resteront montés sur ces chariots, ce qui réduit d'un facteur 10 les changements de décor. La scène se libère en une demi-heure, alors qu'à Garnier, elle reste bloquée 2 jours. Bastille, c'est la synthèse des technologies les plus modernes appliquées à un opéra. Reste le rodage de cette incroyable machine
qui ne manquera pas de poser quelques problèmes. Combien de temps de rodage, j'en sais rien. Voyez-vous, je ne devrais pas le dire, mais lorsque l'Opéra de Dresde a ouvert, il était obligé de refermer pendant 1 an, parce qu'on ne maîtrisait pas la technique. Alors, j'imagine bien sûr, et j'espère que ça ne sera pas comme cela ici, mais nous avons joué la prudence. C'est-à-dire que toutes les productions vont être accompagnées manuellement. L'Opéra Bastille est un prototype sur le plan technique, une nouvelle génération de théâtre lyrique. On a prévu d'y jouer 250 représentations par an, mais visiblement pas demain. Économiste, ce qui fait défaut assez souvent à la France, ce ne sont pas les bons produits et les bras, mais les vendeurs. D'où l'idée d'organiser à Paris un salon du commerce et de la vente. Reportage de Philippe Menu, commentaire de Marc Maisonneuve. La rentabilité commerciale des 100 plus grandes entreprises françaises a chuté de 80% en 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, être vendeur ne fait plus recette. En fait, la situation devient difficile parce que les entreprises ont de plus en plus de mal à acquérir du chiffre d'affaires. Or, il n'y a pas de tradition commerciale en France. Pourtant, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Le paradoxe, c'est que la situation devient difficile chez les clients. Il est de plus en plus difficile d'acquérir du chiffre d'affaires et ça incite les entreprises à remettre en cause leurs méthodes, les hommes qu'elles mettent en œuvre et leur état d'esprit, leur mentalité. 120 000 offres d'emploi commerciaux ne sont pas satisfaites chaque année en France. De quoi inciter à réfléchir à des formations adaptées dans un pays où 10% de la population active est au chômage. Fini le représentant de commerce, place aux techniciens de la vente, relooké à la stratégie affinée. Vous êtes un personnage absolument authentique, dont toutes les couleurs épicées vous conviennent à la perfection, ainsi que toutes les matières nobles, les matières comme les daim, les cuirs vieillis. Le commis voyageur a bel et bien disparu pour laisser la place aux technocrates. Alors conscientes de ces lacunes, les entreprises cherchent de bons commerciaux de très haut niveau. Conséquence donc, la multiplication et la vogue des écoles internationales de commerce. Enquête de Delphine Delacelle et Pierre-Laurent Constant. 1992, New York, Tokyo. Quelle que soit l'échéance, les lois du marché dépassent la notion d'hexagone. L'avenir se joue au-delà des frontières et les jeunes écoles de commerce en savent quelque chose. Objectif, apprendre à l'étudiant par le biais des stages ou des études à l'étranger, les langues d'une part, mais aussi les méthodes de travail de ceux qui seront plus tard leurs interlocuteurs, leurs clients, leurs associés. La prolifération des écoles à vocation internationale répond à l'évidence à la demande des étudiants, puisque ces écoles sont nombreuses et trouvent relativement facilement des clients, si je peux dire. Par ailleurs, elles correspondent aussi de façon tout à fait évidente à la demande des entreprises, puisque, on le sait, les entrepreneurs français, enfin les chefs d'entreprise français, se plaignent beaucoup d'avoir des difficultés à exporter, principalement parce que leurs cadres maîtrisent mal les langues, ne connaissent pas les mentalités étrangères, ne savent pas dialoguer avec leurs clients étrangers. Je crois que donc il est tout à fait naturel que des écoles se créent pour essayer de prendre en compte cette demande des entreprises. 41% des jeunes estiment qu'il est important d'avoir une formation à l'étranger et la préférence revient le plus souvent aux États-Unis. Harvard, Stanford, ces modèles ont prouvé leur efficacité. En France, l'INSEAD, conçu pour être la business school européenne, forme l'élite des dirigeants de demain. J'étais juriste, j'ai travaillé pour environ 5 ans en Hollande. Je gagnais environ 200 000 francs. Après l'INSEAD, je voudrais devenir partenaire dans une petite entreprise, probablement en Hollande. Quelque chose que je ne pourrais jamais faire avant l'INSEAD. Et je pense que je gagnerai quelque chose comme 500 000 francs. Valoriser son diplôme par un MBA américain, c'est bien, c'est rentable, mais la France est un pays de tradition et les grandes écoles sont encore très bien cotées. Je crois qu'il vaut mieux avoir le diplôme d'une grande école de commerce parfaitement reconnue, dont la notoriété est forte et où les études sont probablement encore les meilleures, plutôt que quoi que ce soit d'autre, à condition toutefois d'avoir aussi des langues. Le pari de ces écoles, c'était de jouer l'étranger avant l'heure pour se démarquer des HEC et autres très secs. Mais aujourd'hui, la réalité, celle de 92, est la même pour tout le monde et l'international n'a plus rien d'avant-garde.
Voilà, et sautons maintenant du coq à l'âne, et en l'occurrence du coq au chat. Il n'y a que les Américains pour inventer cela, une maison de retraite. Pour Matou, New York, notre correspondant Paul Nau. Les occupants de cette maison de retraite apprécient la musique, ils en écoutent toute la journée. Ils sont 350 chats venus des 4 coins du pays et qui termineront leurs jours ici, loin de la fureur et du bruit des grandes cités. Ils ont leur propre personnalité et ils sont tous très différents. Vous les connaissez par leur nom? Absolument. Voici Whitey, voici Rosa, Henry, Sunshine, et le noir là-bas, c'est Trixie. L'établissement a été fondé en 1982, mais ces chats ne sont pas des animaux abandonnés, bien au contraire, leurs propriétaires, morts ou vivants, les ont placés ici volontairement, moyennant des donations de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le responsable du centre les nourrit, les loge et les aime. Le principal, c'est qu'ils mangent bien et qu'ils soient heureux. Les premiers jours passés ici sont très importants. Il faut qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement. Une tonne de nourriture par mois, des animaux en totale liberté, des chats heureux de vivre dans le confort douillet d'une maison de campagne bien à eux. Un rêve que beaucoup d'humains voudraient pouvoir s'offrir. Et maintenant un démenti, il n'y a pas que les Américains pour avoir des idées originales ou plus ou moins loufoques comme vous voudrez. Aujourd'hui à Paris, eh bien, vous pouviez suivre une démonstration d'engins amphibies de toute époque présentée par des collectionneurs venus de toute l'Europe. Reportage waterproof d'Henri Bodiguel et de Bernie Mériot. Il fallait tout de même être gonflé pour vouloir sauver le monde dans ces engins patos, bruyants et sentant le mazout plus fort qu'un vieux chalutier. Ces drôles de machines sont des engins amphibies, ce qui leur vaut le joli surnom de canard, duck en anglais. Il y en a même un d'origine allemande, sans doute un col vert de gris. Aujourd'hui, ces engins, on les collectionne, sans doute parce qu'on leur doit un peu de liberté depuis qu'ils ont débarqué sur les plages de Normandie en 1944. Et puis, on s'en sert pour le plaisir, alors que rien n'indique qu'ils aient laissé un bon souvenir dans l'esprit de ceux qu'on a obligés à monter dedans il y a 45 ans. Nous autres en Belgique, c'est uniquement le permis de camion. Normalement, pour aller dans l'eau, on n'a rien besoin, uniquement une assurance. On a 2 assurances, une assurance pour camion et l'autre assurance comme bateau. Atmosphère, drôle d'atmosphère même, Canal Saint-Martin, où ces drôles de machines s'étaient regroupées pour rejoindre la Seine. Des machines dont les dimensions allaient de la baignoire flottante à la mini-péniche sur roulette. Un camion GMC normal, mais refait comme un bateau. Ils ont refait ça en États-Unis en 2-3 mois pour préparer pour le débarquement. Mais ça marche très bien, oui, vraiment. Est-ce que ça consomme beaucoup? Ah oui, ça bouffe un peu, oui, c'est ça. Il faut payer, n'est-ce pas? Il faut payer, c'est certain, parce que ces engins coûtent très cher, à la fois à l'achat et à l'entretien. Et quand on sait l'honnêteté scrupuleuse de certains garagistes, on imagine facilement la facture quand on leur amène une camionnette avec 1 ou 2 hélices en plus. Bien sûr, il n'est pas question de généraliser. Sport, paradoxe du football français. Pas grand monde sur les gradins des stades, mais beaucoup d'argent sur la table. Montpellier décide de se renforcer pour la saison prochaine en achetant l'espoir socialien Stéphane Paille pour la somme de 12 millions de francs. Montpellier loue également pour 1 an et pour 3 millions de francs le talentueux et fantasque joueur de l'OM de Marseille, Éric Cantona. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. C'est écrit en toutes lettres sur le contrat. Grand Prix moto d'Allemagne à Hockenheim, la course des 250 cm3 endeuillée par la mort d'un pilote. Thierry Blanco. 2 hommes à terre. En blanc, Bruno Bonnuil. Le pilote français ne souffre que de fractures aux jambes et aux bras. Plus grave, pour l'autre pilote, le vénézuélien Ivan Palazedze, qui décédera au cours de son transfert à l'hôpital général de Francfort. Sur ces images, prises de très loin, il semblerait que le pilote français soit tombé le premier.
À droite de l'écran, Palazzetze, éjecté de sa machine, va venir heurter la moto de Bruno Bonnehuile. La course sera arrêtée pendant 1 heure. Il semblerait aussi que cet endroit du circuit ait été particulièrement glissant. Témoin, cette autre chute, quelques instants à peine après l'accident. Pour terminer, le tiercé qui se courait cet après-midi à Longchamp. Vous allez voir les résultats s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 9, le 7 et le 2, ce qui rapporte un peu moins de 3 000 francs. Pour ce qui concerne le quarté plus, vous ajoutez le 3 et vous gagnez un peu plus de 25 000 francs. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après, bien entendu, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Aux alentours de 23h15, après David Lansky et Johnny Hallyday, les dernières informations avec Jean-Claude Alanic. Demain matin, premier rendez-vous avec nous, journalistes, 6h45 Télématin. 13h, antenne de midi, William Lémergie, Patricia Charnelet. Et puis demain soir à 20h, vous retrouverez Christine Ockrent. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à samedi prochain. Bonsoir.